le nouveau Premier ministre, Modi, qui a été élu en 2014, a tout de suite annoncé un plan de création de 100 Smart Cities et la modernisation de 500 villes. Et pour ces deux projets, le gouvernement a alloué 7 milliards sur 5 ans. Les Smart Cities figurent dans les projets les plus importants du Premier ministre, avec aussi le Make in India. Il va y avoir une compétition qui va être organisée pour sélectionner ces 100 Smart Cities et que chaque État indien prépare des dossiers. Cette année, il prévoit, donc ça c'est le plan tel qu'il est annoncé, de sélectionner 20 villes. Ensuite, les années suivantes, 40 villes en 2016 et 40 villes en 2017. Et les villes sélectionnées vont recevoir des budgets du gouvernement central à raison de 15 millions d'euros par an pendant 5 ans. Il y a bien sûr un besoin de fonds considérable et le Premier ministre Modi, la première année de son mandat, il a beaucoup voyagé, il a rencontré pas mal de chefs d'État, notamment pour chercher de l'argent. Aux États-Unis, il a obtenu des Américains que les Américains financent 3 Smart Cities, ça a été annoncé récemment. Et dans sa rencontre avec Hollande, la France s'est engagée à investir 2 milliards d'euros en Inde pour aider 3 Smart Cities, dont la ville de Pondichéry, qui est la ville historique française, où il y a encore 7000 Français, enfin des Indiens d'origine française, et qui ont gardé certains la nationalité française et qui habitent à Pondichéry. Il y a aussi des financements de sociétés privées et des financements. Là, j'ai cité bien sûr la France et les US, mais tous les États sont sollicités pour aider l'Inde dans ce challenge majeur. Le METI, donc le ministère de l'économie japonais, le tout-puissant METI, lance un énorme programme de développement autour des Smart Cities, avec un budget de l'ordre du milliard d'euros et 4 grandes villes sélectionnées pour en fait créer des Smart Cities, des démonstrateurs essentiellement technologiques. Donc les 4 villes en question, c'est Kehama, c'est juste à côté de Kyoto, Yokohama dans la banlieue de Tokyo, Kitakyushu et Toyota. Donc Toyota, là où l'usine du fabricant automobile est présente. Et chacun de ces 4 grands sites va être piloté pour démontrer une technologie en particulier. Typiquement, Toyota, ça va être comment est-ce que j'intègre la voiture électrique dans la Smart City. Un site comme Kitakyushu, c'est la revitalisation d'un grand site industriel. Donc voilà, vous avez 4 grosses villes en 2010 qui sont financées par le gouvernement, qui se lancent dans les Smart Cities. Après, c'est comment réussir à faire tourner ça en mode purement opérationnel. Donc la phase suivante, en fait, ça a été l'arrivée d'acteurs purement privés qui ont essayé et qui continuent d'essayer de mettre en place des Smart Cities qui seraient financés sans apport du gouvernement ou des collectivités locales. Pour l'avenir, il y a un plan aujourd'hui au Koweït que 15% de l'énergie utilisée par le Koweït soit une énergie propre, renouvelable, à un horizon de 2030. Alors, à travers quoi? À travers justement l'incitation de l'État à utiliser des cellules photovoltaïques, notamment pour la climatisation des habitations. Dans l'avenir, on pense que le pays va favoriser l'établissement de nouvelles villes, notamment on parle d'une ville non loin du Koweït qui est à une centaine de kilomètres aujourd'hui si on doit faire le tour de la baie, Silk City. C'est cette nouvelle ville, cette ville nouvelle verte qui devrait être établie dans un horizon de 10, 20, 30 ans. Alors c'est un méga projet, les coûts sont énormes, on en parle aujourd'hui de plus de 130 milliards de dollars d'investissement pour établir cette ville, mais ça veut dire aussi que les administrations, le gouvernorat, les écoles, les facilités devront également être déplacées vers cette nouvelle cité. Il y a 6 axes. Il y a l'axe infrastructure, bien sûr, donc vraiment introduire le très haut débit partout dans le territoire, et entre autres. Et puis ensuite l'axe e-government, e-administration, e-gov,
l'axe e-business, alors avec tous les projets, les grands projets de e-santé, de e-tourisme, de e-transport, etc. L'axe usage et l'éducation numérique, l'utilisation numérique, l'usage numérique et la gestion de tout ce qui continue. Et ensuite, l'axe innovation. Cette stratégie a été menée en commun entre secteur privé et public. Donc vraiment, il y a eu des réunions et même des conclaves pour construire toute cette stratégie, qui a dégagé ensuite, à part ces axes, une 60aine de projets et de chantiers. On parle de cloud national aussi dans la partie e-business. Donc il y a aussi des travaux et des initiatives en termes de cloud et de cloud, particulièrement un cloud national. Donc il y a aussi des projets ce qu'on appelle le e-citoyen, donc des centres de services citoyens qu'on mettrait dans l'ensemble des régions. Il n'y a pas encore quelque chose de concret, on est en mode encore d'initiation de projets, mais qui est inscrit quand même comme projet prioritaire. Donc on est vraiment à la phase initiale des choses, il n'y a pas de choses faites déjà à ce jour. Je souhaite parler d'un projet en particulier qui a été lancé en 2013 par la Chambre de commerce française, en collaboration avec 13 sociétés françaises implantées dans la ville depuis des années, Schneider Electric, Thales, Lucibel, Veolia, etc., etc. Et ce projet s'appelle Wise City Hong Kong 2030 et cherche à définir les orientations que doit prendre la ville et définir un certain nombre de solutions concrètes pour créer la ville intelligente de 2030. Le projet est divisé en 5 composants qui sont la connectivité, le building, et le building dans Hong Kong, ça représente 60% de la consommation d'énergie et 90% de la consommation électrique, donc c'est important. Le transport, la gestion des déchets et la gestion de l'eau. Au niveau du building, par exemple, on a imaginé des appartements modulaires où il était possible de très rapidement changer la configuration des pièces, la configuration des murs, pour adapter la taille et la configuration d'un appartement au foyer qui y habite. On a également travaillé sur le développement ou le rétrofit de bâtiments neutres ou positifs énergiquement, grâce à l'énergie solaire, grâce à la valorisation des déchets, la récupération des eaux de pluie, et à Hong Kong, il pleut énormément. Également, par exemple, des solutions de regroupement d'air conditionné et plutôt qu'avoir dans chaque appartement des clims individuelles, essayer d'avoir dans les immeubles des clims collectives. Et ça, pour un pays où 9 mois sur 12, la clim fonctionne, c'est important, et la climatisation est un poste important de dépense, et l'électricité est un poste important de dépense des foyers. Au niveau du transport, il a été proposé des solutions pour réduire les bruits des bus ou réduire les bruits des trains. Au niveau du stockage de l'eau, des solutions de stockage de l'eau en souterrain pour éviter l'évaporation et pour éviter le coût de construction de barrages ou de réservoirs, etc., etc. Toutes ces initiatives ont été très très bien reçues par le gouvernement, ont été très appréciées et sont évidemment très utiles et très importantes pour le développement de Hong Kong dans les années à venir. Maintenant, 2030, c'est dans 15 ans. 2030, c'est demain. Et il est temps de passer du concept à la réalisation et de mettre en œuvre de façon massive toutes ces solutions pour s'assurer qu'en 2030, Hong Kong soit encore, à nouveau, toujours la plus belle ville du monde. Le Premier ministre actuel de Singapour, M. Lee Hsien Loong, a prononcé un discours en novembre 2014 et il a parlé d'une vision de la Smart Nation, Smart City, Smart Nation, la nation étant la ville ici à Singapour. Dans les villes du futur, certaines le font déjà, nous arriverons à contrôler complètement l'éclairage dans les rues en fonction du besoin, c'est-à-dire de la présence de piétons ou de voitures, ainsi que en monitorant le niveau d'éclairage qui est nécessaire par rapport à la luminosité ambiante. Donc pour ces applications-là, nous avons besoin de mettre donc des capteurs, des senseurs. Nous avons besoin d'avoir des puces qui font de la connectivité, que ce soit du Wi-Fi, du Bluetooth et autres. Nous avons besoin de microcontrôleurs qui vont processer toutes ces informations-là. Et enfin, nous avons besoin de puces qui maîtrisent l'énergie de tous ces systèmes. Un autre exemple, c'est celui du parking. Aujourd'hui, il est déjà possible, quand vous allez dans un parking, de voir avec des diodes si une place est libre ou pas. Demain, vous pourrez, en vous rapprochant, par exemple, d'un arrondissement de Paris, savoir automatiquement si une place est libre, à quel étage, à quel niveau,
et à quel endroit dans un parking. Donc votre véhicule pourra quasiment vous indiquer là où vous pouvez aller vous garer. L'avantage, c'est évidemment un gain de temps, mais également une réduction de trafic et d'embouteillage entre guillemets inutile, parce que vous allez directement à l'endroit où il faut. Un dernier exemple où nos capteurs seront présents, c'est dans celui du contrôle des déchets. Il y a des villes qui souffrent parfois on va dire de mauvais ramassage de déchets ou qui n'arrivent pas à bien le contrôler. Et à nouveau, grâce à des capteurs qu'on pourra mettre dans des containers ou des poubelles, il sera facile pour les utilisateurs ou pour les centrales de savoir quand il est temps de vider des poubelles et d'optimiser en tout cas la gestion de ces déchets. Fujisawa, c'est au sud de Tokyo cette fois-ci. C'est un terrain industriel de Panasonic, une ancienne usine qui a été en fait complètement revitalisée avec environ 1 millier de résidences, donc 600 maisons et le reste en appartements, avec un pilote global dans tout ça qui est Panasonic, qui a créé une société qui est là pour soutenir la vie des habitants. Donc, il fournit un ensemble de services dans la ville, qui peuvent être la partie énergétique, la partie sécurité, même un petit aspect santé. Et les habitants, en fait, sont abonnés à cette société. Et c'est comme ça que Panasonic essaie de faire tourner sa ville. Donc, ce quartier-là, Fujisawa, vient d'être livré et en cours de construction pour les dernières résidences. On ne sait pas trop si ça va tourner ou pas, mais en tout cas, Panasonic essaie de s'y lancer. Funabashi a été mené par Nomura, donc là aussi un gros développeur immobilier, avec un concept clé qui est que l'aspect communauté, l'aspect service doit primer sur la technologie. La technologie qu'il y a derrière dans la ville, c'est simplement un outil pour amener un ensemble de services à la communauté. Donc, j'ai rencontré déjà quelques habitants de cette communauté. Quand vous leur parlez, ce qui les intéresse, c'est de dire, ben voilà, je me sens revenu dans, entre guillemets, un village urbain, je connais mes voisins, je peux prendre mon ascenseur et dire bonjour à mes voisins. L'aspect énergétique, c'est ben ça tombe bien, au passage, je paye un petit peu moins cher en facture d'électricité à la fin du mois. Mais le cœur de la Smart City telle qu'elle est proposée par Nomura, ça reste la communauté devant la technologie. Et il faut croire que cette approche-là de Nomura autour de la communauté a inspiré quelques acteurs, parce que vous savez peut-être que Apple a décidé d'ouvrir un centre de R&D asiatique aux alentours de Tokyo. Et en fait, Nomura s'est allié avec Apple et Panasonic, dont on parlait tout à l'heure, pour créer une Smart City autour du centre de R&D d'Apple, dont les travaux devraient commencer en 2018. Et l'objectif, c'est de relier le best-of de la technologie, du design et de l'approche communautaire. Fortaleza, c'est une ville de 2,5 millions d'habitants, c'est la 5e plus grande ville du Brésil. Et depuis 2012, elle fait partie du programme Urban Leds, qui est un programme de réduction d'émissions qui est chapeauté par l'ONU Habitat et par ICLEI, qui est l'association des gouvernements locaux pour le développement durable. Donc le projet a commencé en 2012, la ville a fait son premier inventaire de carbone. Ça lui a permis d'identifier quels étaient les secteurs de l'économie qui contribuaient le plus aux émissions de gaz à effet de serre. Donc dans le cas de Fortaleza, c'est le secteur des transports avec 61% des émissions, puis celui des déchets avec 25% des émissions. Ici, il n'y a pas encore de torchage de biogaz dans les décharges publiques. La mairie s'est engagée à construire 500 km de pistes cyclables d'ici 2030. Ils vont construire également 130 km de BRT. C'est bus rapides à haute fréquence. C'est une sorte de métro de surface, en fait, qui sont moins coûteux à installer qu'un métro et qui sont très efficaces. Et il y a un projet pilote en ce moment de stationnement intelligent qui consiste en des capteurs sur la voirie pour détecter les voitures
et une appli mobile pour l'automobiliste pour savoir si dans telle rue il pourra se garer, où il y a des places, ou s'il faut qu'il cherche plus loin. Parce qu'aujourd'hui, dans le centre urbain de Fortaleza, c'est estimé que 30% des voitures qui sont en circulation sont à la recherche d'une place. Le projet que je vais vous présenter s'appelle e-Trikala. C'est sur le domaine de la santé. C'est une initiative qui a commencé en 2006. Trikala, c'est pas une ville urbaine, c'est une ville rurale, petite, au centre de la Grèce, où il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas accès à des infrastructures de santé. Alors, cette initiative, ce projet, leur permet d'avoir des conseils et d'avoir accès au docteur via Internet, ça qu'on appelle la télésanté. Alors, e-Trikala comprend un service de télésurveillance pour les citoyens souffrant d'insuffisance cardiaque, d'asthme, des arythmies et d'hypertension. Jusqu'à présent, dans un pays comme le Koweït, l'énergie étant pas chère, on fait un plein d'essence à moins de 10 €. La priorité n'était pas l'établissement d'une ville verte, c'était simplement de bâtir des bâtiments. La population croît très rapidement, donc il y a des villes nouvelles qui sont en train d'être créées, pas forcément dans les normes environnementales telles que nous devrons les connaître dans un pays comme le Koweït, qui est un pays riche, mais simplement parce qu'ils sont en train de bâtir des habitations pour les Koweïtiens et pour les étrangers qui y vivent. Cela étant, il y a une véritable sensibilité aujourd'hui de la part de la population civile koweïtienne. Alors, elle s'exprime comment, cette sensibilité? La jeunesse koweïtienne voyage beaucoup. Ce sont des internautes qui connaissent très bien le monde du net, voyagent, comme je l'ai dit, énormément en Occident, aux États-Unis, aujourd'hui dans les pays asiatiques, et sont très sensibles à la question verte. Alors, ils ne vivent pas dans un environnement qui est vert, mais il y a une véritable sensibilité de changer leur habitat et de changer l'environnement dans lequel ils vivent. Un mot peut-être sur les consommations d'eau ou la consommation d'eau au Koweït. Il fait très chaud, il y a énormément de besoins en eau. L'eau est dilapidée, l'eau est obtenue par dessalement. Qui dit dessalement dit consommation d'énergie. Qui dit consommation d'énergie dit de nouveau les mêmes difficultés. Est-ce que l'on va utiliser le fuel ou il faut utiliser les énergies nouvelles telles que l'énergie photovoltaïque? Nous sommes aujourd'hui en train de monter un projet qui est très ambitieux de dessalement d'eau par énergie solaire. C'est un projet qui est ici porté par le CNRS local qui s'appelle le KISR et côté français par Centrale Supélec et l'Université de Perpignan. Nous pensons pouvoir mettre en place un projet pilote qui pourrait devenir un projet industriel par la suite et également répondre donc aux nécessités d'énergie verte et renouvelable. Dernièrement, on a mobilisé toute la région administrative de Ludwigsburg, ce qui correspond à 100 000 bâtiments, en fait. Donc, mobiliser les besoins énergétiques, ainsi que les potentiels d'énergie renouvelable qu'on pourrait utiliser, et donc les systèmes énergétiques aussi. À partir d'un diagnostic de l'existant, on peut, en fait, effectuer des scénarios urbains, et voir, par exemple, vers quel standard peut mener donc une rénovation du parc du bâtiment avec par exemple un taux annuel de 2% ici, en considérant des mesures de rénovation individualisées pour différents types de bâtiments. Donc ici on peut voir un exemple pour un quartier de la ville de Ludwigsburg. On peut diviser par 2 en fait la demande de chaleur. Ce qui permet en fait de déduire des potentiels d'économie d'énergie. Alors ça, c'est très important pour les villes avec lesquelles on travaille. Ça leur permet de voir où est-ce qu'on peut investir en fait de l'argent en premier pour la rénovation du bâtiment. Oui. Où est-ce qu'il faut commencer à rénover pour avoir le meilleur impact. D'un point de vue historique, le transport collectif était très peu financé au Canada, la priorité ayant été donnée à l'automobile, comme aussi ailleurs aux États-Unis, et les réseaux de trains ayant été monopolisés par les opérateurs de transport de marchandises. Donc tout ceci fait qu'on a accumulé au Canada un retard assez important en termes d'investissement dans le transport collectif.
Ce n'est que récemment que, depuis quelques années, en Ontario d'abord, au Québec ensuite, où les gouvernements ont pris la mesure du problème et ont imposé une sorte de centralisation. Donc à Toronto, on a l'entité Metrolinx, pour ceux qui connaissent, qui a pris en charge le développement du transport en commun dans la grande région de Toronto et qui, depuis quelques années, obtient des résultats très importants en termes de transport et de communication d'informations pour avoir de l'information intelligente. À Montréal, c'est en train de venir. Un autre point qui est positif, c'est qu'on a des villes qui s'ouvrent aux données publiques, au open data. Donc, les villes comme Montréal viennent de publier, par exemple, un plan qui permet d'offrir au grand public l'utilisation de ces données. Et ce qui suscite de la part des développeurs beaucoup de petites applications, petites ou grosses applications qui viennent compenser un petit peu le retard de développement et le retard d'investissement en termes d'information qui est fourni par les organismes publics actuellement. Aujourd'hui, nos villes sont en train de subir l'heure de pointe. L'heure de pointe, que ce soit par exemple sur une ville capitale administrative comme Rabat, tous les fonctionnaires qui vont en même temps au travail, qui sortent en même temps, les écoles, etc. Et comme on souffre d'un transport scolaire, transport urbain non adapté, donc pas mal d'élèves vont en voiture accompagnés de leurs parents, de leur maman. Donc effectivement, on a une heure de pointe artificiellement aggravée. Donc aujourd'hui, au niveau de l'institutionnel, on leur a proposé de travailler sur des outils de flexibilité, ne pas partir tous en même temps au travail, ne pas sortir. Il faut effectivement moderniser sur une ville comme Rabat où effectivement tous les déplacements sont de l'ordre du pendulaire, c'est-à-dire les gens vont en même temps, rentrent en même temps. Et aussi sur l'urbanisme scolaire, retravailler autrement, ne pas réinjecter du trafic inutilement, ne pas mettre la porte de l'école n'importe où sur la voirie, etc. Donc on travaille aujourd'hui effectivement sur les nouveaux quartiers, sur des approches de ce type-là, pour dire que des actions à faible coût permettent d'avoir un impact très très important. Et nous travaillons aujourd'hui avec le gouvernement, avec le ministère de l'Environnement, sur la possibilité de pouvoir promouvoir au Maroc le véhicule électrique. C'est vrai que ça paraît un peu mal placé en disant on est en Afrique, au Maghreb, on parle aussi des véhicules électriques alors qu'il y a d'autres problèmes à régler. Mais je pense l'intérêt de partir un peu plus tard que les autres, c'est qu'on peut mieux profiter des technologies aujourd'hui, on peut être un peu plus ambitieux. Dans plusieurs villes du nord des États-Unis, en fait, le réseau d'égouts est ce qu'on appelle un réseau unitaire. C'est-à-dire que c'est le même réseau qui s'occupe de l'évacuation des eaux usées par les habitants ou par les industries. Et ce même réseau s'occupe aussi d'évacuer les eaux du ruissellement. Lorsqu'il y a un pic d'émissions d'eau qui doivent être traitées, donc avant que ce ruissellement soit rejeté dans la nature, eh bien en fait il y a beaucoup de capacités de stockage dans les tuyaux d'égout. C'est-à-dire si on pouvait juste fermer les portes, mettre des portes à certains endroits du réseau d'égout et fermer ces portes de manière intelligente, on peut utiliser ça comme réservoir de stockage. Et alors le problème, c'est que mettre des techniciens à différents endroits pour ouvrir et fermer ces portes, c'est un problème qui n'est pas gérable. Et donc l'idée était de mettre en place un système complètement sans fil, de système automatisé en réseau pour réguler ce flot d'eau usée. Et donc, nous avions des ingénieurs en génie civil dans différentes spécialités. Et moi qui étais en electrical engineering, nous avions les gens qui travaillaient en radio, puisqu'il fallait trouver des protocoles de communication très efficaces afin de ne pas utiliser trop d'énergie. De mon côté, on travaillait sur les systèmes automatisés en réseau. Et puis, donc, il y avait aussi les ingénieurs en mécanique, les ingénieurs en construction, etc. Et ça résout un gros problème, puisque environ 10% de la population américaine vit dans une ville où l'infrastructure des égouts est complètement obsolète. Voilà, donc ça, c'est en fait un exemple de ce que l'on voit aux États-Unis en tant que Smart Cities pour l'infrastructure. Au début des années 2000, où il y a eu une augmentation de la criminalité à Mexico, et le maire en place, Marcelo Ebrard, décide d'investir massivement dans un système de sécurité urbaine. Ciudad Segura, c'est un ensemble de 8000 caméras qui sont installées sur des mâts avec des haut-parleurs, un système d'interphone et un bouton de panique, des caméras de différents types selon le contexte.
un centre C4 principal qui intègre notamment un call center. L'ensemble des 6 centres regroupe environ 400 policiers qui sont capables d'interagir avec la population par téléphone, par l'interphone, qui sont capables de gérer une crise en visualisant les caméras, en ayant en disposition une carte et de quoi dispatcher des ressources de police, des pompiers ou des ambulances, des grues, enfin ce dont ils ont besoin pour gérer la crise. Un ensemble de 40 capteurs de plaques minéralogiques. Il existe une liste noire, donc il suffit que vous fassiez voler votre voiture ou si une voiture est recherchée par la police, elle est inscrite dans la liste noire. Si la voiture passe en dessous du portique, elle est identifiée immédiatement et le policier est placé quelques centaines de mètres derrière le portique, reçoit une alerte avec votre dossier et évidemment vous arrête. Il y a eu des résultats assez flagrants puisque la criminalité a baissé de 30% depuis 2009. Le temps d'intervention des patrouilles a été divisé par 4 et passé de 15 minutes à 4 minutes, à moins de 4 minutes. Aujourd'hui, il y a une base de données d'incidents qui est de plusieurs millions. Le système a permis de générer à peu près 100 000 arrestations. Vous avez peut-être déjà vu le film Minority Report avec Tom Cruise. Donc dans ce film, voilà pour ceux qui n'ont pas vu, il y a des créatures qui peuvent prédire lorsque quelqu'un va commettre un crime. La solution donc, qui est utilisée par la police de Los Angeles est en fait une solution de machine learning qui estime la probabilité d'avoir un crime en fonction de l'heure de la journée et du lieu de la ville. Et donc c'est un système de machine learning qui prend comme entrée les anciens rapports de police avec la date du crime, le type de crime et la location. Et puis à côté de ça, en fait, on rajoute d'autres informations. Par exemple, il y a beaucoup de recherches anthropologiques qui sont incluses par l'algorithme. Par exemple, le fait que les voleurs reviennent souvent sur leur lieu du crime, par exemple. Donc il y a ça plus un ensemble de données locales du type météo, puisqu'on sait que le crime augmente avec la température. Et donc voilà, tout cet ensemble de données est pris en compte dans cet algorithme de machine learning et qui donne en fait aux policiers de Los Angeles une carte, c'est-à-dire avant qu'ils partent faire leur shift, ils reçoivent une carte qui met en avant les points où il y a une plus grande probabilité d'avoir des crimes durant leur shift et donc ça leur permet de garder le focus. Cette solution, en fait, a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Ça a commencé à être implémenté à Los Angeles. Ils ont vu dans un des postes de police qui a été le premier à mettre en place, ils ont vu une réduction de crimes de l'ordre de 25%. Et ils ont même fait des comparaisons et en fait, ils se sont rendus compte que, alors, le message officiel est de dire que ça ne remplace pas les policiers, ça ne remplace pas leur analyse, mais des tests ont montré qu'en fait, l'algorithme est a 2 fois plus de chances de prédire l'incidence de crime par rapport à un policier moyen. Rio a construit en 2011 un centre de commande et d'opération qui est unique au Brésil. C'est une vaste salle qui regroupe 30 départements de la mairie, qui regroupe toutes les informations. C'est une sorte de cellule de crise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est unique en son genre. Et le premier projet qu'ils ont installé, c'est un système d'alerte, justement pour ces précipitations plus fortes et ces glissements de terrain. La mairie s'est dotée d'un nouveau radar météo. Elle a installé 130 pluviomètres dans les communautés les plus fragiles, dans les favelas. Le niveau de ces pluviomètres est suivi en temps réel par ce centre de commande. Et dès que le niveau dépasse un certain seuil, une alerte est déclenchée dans la ville. Ils ont installé 165 sirènes dans les communautés. Et l'alerte est également déclenchée par SMS. Aujourd'hui, il y a 86 000 citoyens qui sont enregistrés sur ce système d'alerte. Donc la ville est beaucoup plus réactive face à ces catastrophes naturelles. Actuellement en Grèce, il y a le premier projet qui s'appelle Easy Bike. C'est un peu comme le Vélib à Paris, mais par contre, il y a 14 villes dans ces régions. Une autre initiative, c'est au port de Pirée. Dans ce projet, les citoyens peuvent et les touristes peuvent prendre des informations comment voyager du port de Pirée vers la ville d'Athènes, comment ils peuvent passer leur temps libre et aussi comment ils peuvent circuler dans la ville de Pirée. La ville de Maroussi, c'est une municipalité au banlieue d'Athènes.
C'est une municipalité assez importante parce qu'il y a beaucoup de bureaux, c'est un peu comme la Défense. Et alors, le projet Geo Smart City permet aux citoyens et aux entreprises de la municipalité de faire des commentaires et d'améliorer leur comportement de consommation d'énergie. Alors, on a des données de big data qui peuvent passer des citoyens vers la ville et être utiles aux autres citoyens. Et la question serait, quel est l'impact de la crise économique actuelle sur les projets Smart City? Est-ce que selon toi, ça les accélère parce que c'est des opportunités de réduire les coûts d'exploitation des villes, ou est-ce que malheureusement ça les ralentirait en l'absence de fonds pour investir? À mon avis, le problème économique, c'est une opportunité pour ceux qui ont une valeur ajoutée à donner d'être activés. Alors, les Smart Cities, à mon avis, c'est au centre de l'innovation publique. Les entreprises qui vont donner des produits intelligents vont seulement bénéficier dans le futur. Sécuriser le trajet d'un enfant de son domicile à l'école. Donc en fait, les smart citizens, les citoyens intelligents, ce sont en fait les propriétaires de ces boutiques qui sont sur ce chemin, de ces commerces, qui à tout moment peuvent accueillir l'enfant en cas de danger, ou s'il veut faire pipi, ou s'il veut passer un coup de téléphone parce qu'il se sent en danger, etc., etc. Donc en fait, on crée une ville intelligente à travers ces commerces intelligents. Et en fait, c'est un échange de bons principes, parce qu'en fait, d'un autre côté, ces commerces sont aussi connus de leur maman, les mamans de ces enfants, et donc ça peut être aussi une bonne opportunité pour eux pour développer le commerce local. La deuxième, c'est le projet Citizen Square Meter. C'est en fait un projet éducatif où en fait on incite les enfants avec une plateforme toute simple de faire des photos de l'environnement qui l'entoure. Donc, il envoie des photos, des commentaires, qui est bien sûr géolocalisés, à des laboratoires scientifiques qui vont l'analyser et avec d'autres données vont pouvoir essayer de comprendre des phénomènes de microclimat, d'ensoleillement d'une rue qui fait que les arbres poussent plus dans cette rue-là, etc., etc. Et donc de pouvoir proposer aux citoyens des routes alternatives s'ils sont allergiques, etc. Donc en fait, d'une certaine façon, là encore peu de technologie, mais c'est surtout le citoyen qui joue le rôle de smart et de smart citizen. Et enfin, le troisième, c'est le Smart Citizen Kit. C'est en fait une mini-station météorologique qu'on peut créer dans des ateliers de fabrication à Barcelone et qui permettent aussi, on accroche ça sur son balcon et grâce à ça, on informe des paramètres de vie, de CO2, de NO2 de la ville. Donc le Smart Citizen, c'est aussi un sensor et ce n'est plus la peine d'avoir des drones qui volent au-dessus de la ville, qui informent on va dire de la température ou de l'état de pollution de la ville. Et la mairie de Barcelone, à travers un certain nombre de solutions, est en train de transformer ces innovations, ces opportunités ludiques en réelles opportunités de business, parce qu'en fait, finalement, le Smart City, qui est d'améliorer la qualité de vie des gens, c'est surtout en fait de leur trouver un emploi, surtout en Espagne où, comme vous le savez, la situation est critique. L'Amérique du Nord, en général, est très orientée voiture personnelle, historiquement. Aujourd'hui, la plupart des transports, donc c'est voitures personnelles et transports en commun dans les grosses agglomérations. Sauf qu'aujourd'hui, l'augmentation du prix de l'essence, etc., il y a une conscientisation de plus en plus à switcher sur des nouveaux moyens de transport. Donc ça peut être le vélo partage, l'autopartage, on a vu l'avenue d'Uber. Le problème aujourd'hui, c'est que toutes ces alternatives sont assez indépendantes et ne sont pas totalement intégrées dans le reste donc du réseau de transport en commun ou du réseau de la ville intelligente en général, je dirais. Un exemple tout bête, c'est qu'aujourd'hui, si on veut aller en vélo quelque part, en général, il faut avoir un vélo, y aller du point A au point B, avoir un endroit pour ranger le vélo à la fin, avoir une douche au bureau parce que ça fait transpirer. Donc, un exemple d'une start-up à Toronto qui a développé un vélo électrique connecté pliable. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est électrique pour pouvoir aller plus loin, avoir une plus grosse autonomie. Le côté connecté, c'est justement donc pour être connecté constamment à Internet et pouvoir recueillir toutes les données de la ville intelligente, que ce soit la circulation en temps réel, les pistes cyclables, la météo, le meilleur chemin. Donc c'est tout cet aspect connecté en temps réel directement sur le vélo. Juste un petit peu aussi sur les applications de gestion de parking.
Ou pareil, donc je sais qu'il y a beaucoup de startups aujourd'hui à Toronto, et je pense que c'est le cas aussi à Montréal et Vancouver, qui essayent aujourd'hui de recueillir les données de la ville intelligente, de savoir aujourd'hui quelles sont les places de parking disponibles, à quel moment. Et même on voit aujourd'hui des nouvelles startups qui, par exemple, si vous avez une place de parking disponible chez vous, vous partez travailler le matin, donc en fait elle est libre toute la journée, donc de pouvoir louer directement sa place de parking pendant la journée à quelqu'un d'autre et d'optimiser ainsi en fait tout l'espace disponible en milieu urbain. La prochaine étape est vraiment, donc les villes, que ce soit Toronto et Montréal, essayent vraiment de pousser le fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup de petites startups qui essayent de lancer leurs apps toutes seules. Le problème, c'est qu'il y a trop de plateformes, c'est submergé. Et donc, on essaye aujourd'hui de regrouper tout ça sous une même plateforme et de recueillir toutes les données. L'idée étant, à long terme, de pouvoir collecter toutes les données disponibles au niveau de la ville, donc les places de stationnement, la circulation, les covoiturages disponibles, les transports en commun, bien sûr, et de pouvoir mettre tout ça à disposition de l'utilisateur final pour lui suggérer, basé sur ses envies aussi, est-ce qu'il a un vélo, est-ce qu'il a une voiture, est-ce qu'il veut covoiturer ou pas, le meilleur moyen pour se rendre du point A au point B à un temps donné.